Bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne d'Oxfam. Comment ça va les amis? Bienvenue, il est 10h du matin en ce dimanche. Bonjour à celles et à ceux qui sont à la messe et qui nous écoutent discrètement. Bonjour à tous les autres qui sont dans leur pieu en train de se... Très heureux de vous accueillir sur la chaîne d'Oxfam France. On est sur Oxfight. Pum, c'est écrit là, incroyable, merci beaucoup. T'es con. On est sur Oxfight, une opération montée par Oxfam sur Twitch tout le week-end pour lever des fonds et vous alerter sur un sujet important dont on va parler ce matin, la question de la famine en Afrique, dans la Corne de l'Afrique et au Sahel, qui est impactable, qui est directement le résultat de la crise climatique. On va tout vous expliquer. Le but du jeu, c'est de vous accompagner en ce dimanche matin. On va faire une petite revue de presse. On va discuter avec des gens formidables d'Oxfam. Et ensuite, il y a tout un programme tout au long de la journée, 1 milliard de streams incroyables. Voilà, on va faire des jeux de rôle, on va faire, je sais pas, on va faire quoi d'autre? Il va y avoir plein de trucs. Vous allez voir. Ça va être trop bien. Bonjour à vous, installez-vous confortablement, rejoignez-nous. Et je suis pas tout seul sur ce plateau puisque je suis avec deux très belles personnes. Je suis avec Élise et Louini. Salut. Salut Élise. Hello. Ça va? Ça va bien, c'est un peu tôt, mais bon. Oui, ça pique là, hein. Ça pique. Élise, tu es responsable de tout ce qui concerne le climat chez Oxfam. Ouais, c'est ça, climat, changement climatique et surtout les impacts sur les populations humaines. Ok, d'accord. On va en parler. Et Louini, toi, tu es responsable du plaidoyer. Ouais, tout à fait. Je suis responsable du plaidoyer sur les questions humanitaires. Plaidoyer, pour les gens qui ne savent pas, dans le jargon engagé, dans le jargon militant, c'est porter la parole de l'organisation, son message, et organiser ce portage de la parole. Tout à fait. Et potentiellement travailler sur des rapports, recherches qui permettent d'appuyer ce plaidoyer. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que tu rencontres tout ce que ce beau pays compte de chercheurs, de spécialistes du sujet, tu rencontres des politiques pour faire du lobbying, tu rencontres des grands publics pour leur parler de la sauce. Et voilà, la sauce en question, Oxfam France. Pour ceux qui auraient le malheur de mal connaître cette très belle organisation, Élise, c'est quoi Oxfam? Oxfam, c'est une ONG de solidarité internationale qui agit dans une 60aine de pays pour lutter contre les inégalités et la pauvreté. Okay. Et donc, on agit soit sur le terrain en faisant des actions concrètes pour aider des populations locales, mais aussi pour changer les politiques qui font qu'il y a des crises. C'est-à-dire qu'on va agir sur le problème, mais aussi sur la cause du problème. C'est aussi pour ça qu'on agit dans des pays plus vulnérables, mais aussi dans les pays du Nord, les pays riches, qui souvent ont un peu les clés, que ce soit en termes politiques ou financiers, pour changer le game, quoi. Ok, d'accord. Oxfam, c'est une ONG, tu l'as dit, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, qui existe depuis un bout de temps maintenant, mine de rien. Ouais, depuis la Seconde Guerre mondiale, en fait. Ça a été créé en Angleterre, suite au blocus qu'il y a eu en Grèce et qui, justement, impactait des populations locales. Et en France, depuis les années 70. Ok, d'accord. Ça veut dire quoi, Oxfam? Ça vient d'où? Ça vient de Oxford et famine. En fait, c'est ça le truc à la base. On se dit, est-ce que c'est un truc sur les femmes? Est-ce que c'est Ah bah oui, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi il n'y a pas Ox-Homme. Et ouais, non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'était, en fait, c'est des chercheurs de l'université d'Oxford qui, à la base, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont coalisés pour lutter contre la famine en Grèce. C'était ça le... Et paf, ça fait des chocs à pic. De famine, il va être sujet aujourd'hui, puisque une famine, il y en a une actuellement dans la Corne de l'Afrique. Là, pareil, pédagogie à mort, la notion de famine, ça renvoie à quoi? C'est un phénomène de manque de nourriture, de faim? Comment on qualifie une famine? Alors, il y a plusieurs façons, peut-être tu expliques. Louini, une famine, tu expliquerais comment? En fait, en gros, il y a plusieurs stades de crise alimentaire. Et en effet, la crise alimentaire, elle va s'exprimer par un manque d'accès à la nourriture, quelle qu'elle soit, nourriture et eau. Et il y a plusieurs stades, de 1 à 5. Le niveau 5, le niveau le plus élevé, donc on est dans une situation d'urgence absolue. Exactement, de malnutrition, le plus haut niveau de malnutrition. Ça relève c'est considéré comme une maladie. On est à un niveau où en fait c'est des traitements médicaux qu'il faut, des traitements pharmaceutiques. On est souvent dans le cliché du sac de riz qu'on emmène sur le terrain. En fait, on est à un stade. Ça c'est trop tard là. Faut complètement intervenir en urgence. Exactement. Sur les personnes qui ont. Exactement. Donc voilà, c'est le 5e niveau de malnutrition sur le terrain. C'est de l'urgence absolue, tu l'as dit, et c'est un niveau qui en vrai est extrêmement rare. On en parle depuis des dizaines et des dizaines d'années, mais en réalité, ça arrive très rarement et que dans des situations extrêmes comme celles qu'on connaît aujourd'hui
dans la Corne de l'Afrique et au Sahel. Là, c'est le cas, dans la Corne de l'Afrique, on est au niveau 5 ? On est au niveau 5 dans pas mal de régions. On a la chance d'avoir des analyses très très précises, donc on arrive vraiment à cibler telle région au sein de tel pays. On arrive à dire qu'on est dans des niveaux de famine, mais clairement aujourd'hui on connaît la famine, pour être précis, dans la zone des 3 frontières au Sahel, donc Burkina Faso, Niger, Tchad, et on connaît aussi des niveaux de famine au Soudan du Sud, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. La Corne de l'Afrique, en l'occurrence, pour celles et ceux qui ont besoin de se remettre un petit coup de géographie dans la tête, la Corne de l'Afrique, c'est l'Est de l'Afrique. C'est complètement l'Est de l'Afrique. C'est l'Est de l'Afrique, c'est en face de la mer d'Arabie, c'est au sud de la mer Rouge. C'est là qu'on a la Somalie, l'Éthiopie, l'Érythrée. Plus au sud, il y a le Kenya, il y a le Soudan à l'ouest, le Soudan du Sud et le Soudan au nord-ouest. C'est toute cette zone-là qu'on appelle la Corne de l'Afrique. Ça ressemble à une petite corne. Voilà, vous regardez sur une carte, c'est ce coin-là. On parlera aussi du Sahel, mais là aussi, qu'est-ce qu'on peut dire de cette zone, indépendamment de la question dont on va parler sur la famine, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette zone en termes de nombre de population, en termes de conflits, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui connaissent mal comme moi? On est vraiment dans une zone de conflit permanent depuis des dizaines d'années. Si on se réfère par exemple au site du ministère des Affaires étrangères en France, c'est clairement pas les zones où on va te dire va faire tes vacances là-bas, il n'y a aucun risque. On est vraiment dans des zones en très grande majorité classées rouges, pour donner une idée. En termes de sécurité. Exactement, au niveau du Quai d'Orsay. Il y a énormément de groupes armés non étatiques qui il est recommandé de ne pas s'y rendre. Exactement. Et si on s'y rend, il est recommandé de prendre des précautions particulières en termes de sécurité. Tout à fait. En particulier dans le cas de la Somalie, que moi je connais un peu plus sur cette région, c'est vraiment prégnant, c'est dans tout le pays où on est dans des zones considérées rouges en termes de sécurité, avec des groupes armés non étatiques, un État qui est relativement faible, et voilà. Voire même parfois, on a utilisé l'expression en droit international de ce qu'on appelle un État failli. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des zones de la Somalie où il n'est pas possible de dire qu'il y a un État qui a une autorité. C'est grosso merdo le dernier avec son pick-up et ses armes qui a l'autorité. C'est absolument terrifiant, c'est très dangereux, surtout pour les populations locales. Donc ça, c'est pour la Somalie. Est-ce qu'il y a d'autres pays autour pour lesquels il y a des choses à dire particulières? En ce moment, il y a la situation soudanaise qui est quand même extrêmement, qui pour le coup, on en a beaucoup entendu parler dans l'actualité, pas sur ces sujets de crise alimentaire, etc. Mais donc il y a actuellement des affrontements importants au Soudan qui ont eu pour impact de déplacer énormément de personnes, et tous ces réfugiés sont allés se réfugier dans les pays frontaliers, donc énormément au Soudan du Sud, énormément au Tchad. Donc on fait le trait d'union entre les deux régions dont on parle depuis hier. Et en fait, ça a des conséquences cataclysmiques, parce qu'on est déjà en situation de crise ultime, et en plus de ça, il y a des réfugiés qui vont s'ajouter. C'est une route importante de migration pour les réfugiés, la Corne de l'Afrique qui passe beaucoup par là. Il y a notamment l'Érythrée, avant de remonter vers la Libye, l'Égypte, pour monter vers la Méditerranée. Un autre point d'intérêt, c'est Djibouti. C'est Djibouti qui est juste en face du Yémen. Là aussi, on est sur une zone géostratégique extrêmement importante pour tous les pays du monde. Et donc, ça aussi, vous pouvez en entendre parler assez régulièrement en face entre la mer Rouge et le golfe d'Aden. Ok, d'accord. L'Éthiopie au milieu. Qu'est-ce qu'on peut en dire? L'Éthiopie, c'est plus stable, c'est plus. Je me rends pas compte. Parce que là, pour le coup, ils sont au cœur du. En fait, on est dans des régions où, de toute façon, chaque pays va être victime, ou tout du moins impacté par n'importe quel soubresaut politique, n'importe quel soubresaut sécuritaire dans les pays qui gravitent autour. En fait, on est vraiment dans une situation. En France, on connaît mieux le cas du Sahel parce qu'on a nos interventions militaires sur place, et j'y reviendrai. Mais voilà, on est dans une situation où, en fait, un des pays se retrouve dans une situation plus instable. On est face à des frontières qui sont poreuses,
c'est pas péjoratif quand on dit ça, mais il y a énormément de migrations qui se font de pays à pays, et donc ce qui fait que voilà, l'instabilité dans un pays va impacter les pays autour, et le cas du Soudan actuellement, depuis quelques mois, c'est exactement ce qui se passe. C'est vraiment dans toute la zone, on va avoir, on parlait de la famine, on parle de l'insécurité politique, de l'instabilité vraiment sécuritaire pour les populations, et on va avoir ces problèmes qui vont venir se renforcer les uns les autres en fait, et impacter les populations, et surtout parmi les populations les plus vulnérables, celles qui ont le moins de capacité d'adaptation. Absolument. On va parler du climat après sur les causes, justement, parmi les causes. Là, on a beaucoup parlé de questions sécuritaires, de guerre et de conflits. Il y a aussi le climat, on en parlera. Mais il y a aussi l'autre zone dont il est question, c'est ce qu'on appelle le Sahel. Alors pour le coup, le Sahel, vous avez probablement pu en entendre parler ces dernières années, puisque c'est une zone de conflit au sein de laquelle la France est engagée pour lutter contre des groupes terroristes armés. Le Sahel, ça désigne cette zone tampon entre le Sahara, le désert du Sahara, et l'Afrique plus forestière au sud. Donc c'est toute une bande qui traverse le continent africain, qui part du Sénégal et qui va jusqu'au Soudan et l'Érythrée, mais qui est à la limite entre les deux. Et là, quand on utilise, nous, la notion de Sahel pour parler notamment des conflits dans lesquels la France est engagée, on parle beaucoup de la zone Mali, Burkina, Niger, oui, c'est ça. Et Tchad. Et le Tchad. En fait, on parle des pays du G5 Sahel, qui sont cette alliance militaire des pays sahéliens, et donc qui sont les 4 pays que tu as cités, avec la Mauritanie et le rôle du Sénégal qui est un peu... Absolument. J'ai une carte sous les yeux. Alors moi, je me suis littéralement mis une carte sous les yeux. On va lire des articles après pour continuer à se mettre dans le bain. Bonjour à vous si vous nous rejoignez. On est toujours avec Oxfam sur la chaîne Twitch d'Oxfam pour l'opération Oxfight. On va vous parler toute cette matinée. On va lire des articles ensemble de la situation de la famine et de la cause climatique de cette famine en partie dans la Corne de l'Afrique et dans la zone sahélienne. Tu l'as dit, pays du G5 Sahel, grosse instabilité politique là aussi, enjeux sécuritaires, enjeux armés de lutte contre des groupes terroristes qui se sont installés là depuis un bout de temps maintenant, mais qui ont fait parler les armes plus récemment. C'était en 2015, je crois, que la France est intervenue au Mali. Non, c'est 2013. C'est dès 2013. Ouais, opération Serval, c'est 2013. Ah oui, Serval, bah oui. Ouais. Oui, non, c'est plus Serval puis Barkhane. Ouais, c'est Barkhane qui c'est un peu plus tard. Donc au Mali, où il y a eu un nombre incalculable de soubresauts, de retournements, etc. Le Tchad aussi. Donc voilà, ça c'était pour le côté géographie. Maintenant que c'est bien dans la tête de tout le monde, où est-ce qu'on se situe, de quoi on parle, quels sont les enjeux. On va parler aussi d'un sujet important qui est le changement climatique. Ça aussi, sujet dont on parle beaucoup. Comment est-ce que tu caractériserais la question du changement climatique dans ces zones-là, entre causes et conséquences? Élise, tu dirais ça comment? En fait, pour les populations dans ces zones-là, c'est vraiment la double peine. Parce qu'en gros, c'est les populations qui sont le moins responsables du changement climatique et qui en subissent le plus les conséquences. Ouais. Pour donner une idée, l'ensemble des pays de l'Afrique, c'est 4% des émissions de CO2 au niveau mondial. C'est très très faible. C'est très très faible. Et par contre, on sait que les impacts du changement climatique, notamment les événements climatiques extrêmes, donc là en l'occurrence en ce moment surtout la sécheresse, mais ça va être des fois des inondations très fortes, des tempêtes, etc. Elles vont toucher certaines zones géographiques particulièrement, mais quand bien même elles touchent de la même façon deux zones géographiques, en fait les populations qui sont plus vulnérables, ça peut être pauvres économiquement, mais ça peut être aussi avec moins d'accès à la lecture, aux terres, aux prêts bancaires, etc. Elles vont avoir moins de ce qu'on appelle de capacité d'adaptation, donc être dans une situation où c'est simple, en fait, quand tu es touché par une catastrophe, tu vas devoir t'adapter, changer de métier, changer de racheter du bétail, changer de maison, etc. Quand tu n'as pas de terre, pas de famille, etc., tout forcément, c'est beaucoup plus difficile de s'adapter. Donc, on est vraiment dans cette situation-là. Des populations et des États qui sont très peu responsables du changement climatique, que ce soit actuellement ou historiquement, puisque c'est aussi des États qui ont été colonisés, donc qui ont vu leurs ressources naturelles pillées par d'autres États, et donc leurs émissions de CO2 historiques. Nous, par exemple, en France, elles sont très importantes. Et là, dans la Corne de l'Afrique, au Sahel, c'est des États, des régions qui ont des émissions historiques assez faibles. Donc bon, vraiment, la double peine. Ils sont très peu responsables et ils subissent vraiment complètement le changement climatique.
C'est des populations. Est-ce qu'on peut caractériser le nombre de personnes que ça représente? C'est dur à dire, hein. Mais combien de personnes vivent dans ces zones-là parmi les pays les plus pauvres du monde? Un peu pour avoir, on va dire, dans les zones impactées par ce qui nous concerne aujourd'hui, on considère qu'il y a 73 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire dans les 2 régions qui nous concernent. 73 millions, on rappelle que c'est à peu près la population française. Pour se donner un ordre d'idée, ça représente à peu près la population française. D'aide humanitaire d'urgence. D'urgence, on parle bien de l'aide humanitaire d'urgence, les personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Ok, donc 73 millions en estimation, d'accord. Tu parles de personnes qui sont fortement impactées. C'est des gens qui vivent essentiellement de l'agriculture locale. Il y a beaucoup de personnes qui vivaient de l'agriculture locale. Donc là, on parle de pays, par exemple dans la Corne de l'Afrique, il y a des endroits où ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu une goutte d'eau. Il n'y a pas eu de pluie. Donc la sécheresse, nous, par exemple, en France, on a des situations de sécheresse là, dans certaines régions. On parle de quelques mois. Voilà, on parle de quelques mois. Et puis, il y a quand même un peu de pluie. Il n'y en a pas assez. On va être en sous-régime. On va avoir de l'eau dont la qualité est dégradée. Là, on parle vraiment de situations où il n'y a pas d'eau du tout. Donc, ce qui est important aussi de se rendre compte, c'est qu'on est sur des zones où il y a une très forte importance de l'agriculture vivrière. C'est-à-dire que c'est la personne qui fait une agriculture pour se nourrir elle-même, sa famille ou sa communauté. On n'est pas comme sur des modèles économiques comme avec de l'agriculture d'exportation ou d'importation comme on a en France et en Europe. Donc on comprend bien que l'impact, il est direct. En fait, quand tu as une année où tu n'as pas de pluie, tu n'as pas de récolte, tout de suite, l'impact, il est immédiat, quoi. Donc on a beaucoup, du coup, en fait, ça entraîne des conséquences en chaîne, puisqu'on va avoir des populations qui vont être sur de la petite agriculture vivrière, 1 ou 2 têtes de bétail, quelques hectares d'agriculture, etc. Si tu perds tes 1 ou 2 bêtes, etc., tu n'as plus de revenus. Donc, on va avoir des déplacements de population, en général très locaux. Tu vas aller à la ville d'à côté, etc. Donc, ça va entraîner des problèmes de ressources, notamment de ressources en eau, de sécurité. Donc, on va avoir cet emballement un petit peu, ces boucles de rétroaction négatives. Et c'est pour ça que nous, on travaille vraiment sur la question de comment est-ce qu'on répond à la situation d'urgence. Comment est-ce qu'on peut agir avec les associations locales, les représentants locaux, les populations locales pour les aider tout de suite, mais aussi comment est-ce qu'on réfléchit sur le moyen long terme, parce que sur la question du changement climatique, mais aussi comme sur la question sécuritaire, etc. Si tu apportes une aide tout de suite, mais qu'en fait on continue à augmenter nos émissions de CO2, à réchauffer la planète, à ne pas s'adapter, etc., et en fait, tu règles pas la situation. Oui, non, c'est ça, tu mets un pansement sur même pas une jambe de bois, c'est qu'en fait, tu continues à faire saigner, quoi. Ouais, ok, d'accord. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'impact purement culture sur les productions agricoles, on arrive à le mesurer. Et c'est hyper intéressant parce que ça fait le trait d'union entre ce qu'on vient de dire sur les dimensions sécuritaires et tout. Mais par exemple, au Niger, l'impact des conflits, de la situation sécuritaire, plus du réchauffement climatique, depuis 2016, on estime que les cultures de millet et sorgho, qui sont les cultures les plus importantes, c'est grosso modo notre blé ici, le millet et sorgho, ça a chuté de 40%, ce qui est absolument titanesque. C'est phénoménal. Donc, ce qui signifie que les agriculteurs sur place, les personnes qui vivent de l'agriculture, donc n'ont plus de revenus, comme tu le disais. Et c'est pour ça que Oxfam, parmi les actions qu'on met en place, on met beaucoup en place des programmes de formation à l'agroécologie avec des partenaires sur place, des associations sur place qui connaissent mieux le terrain, qui ont mieux accès aux populations, etc. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec eux et c'est pour s'assurer que la formation est bien faite et pertinente. Et donc voilà, on met en place ce type de formation, en particulier à destination des femmes qui sont les plus vulnérables dans cette situation pour qu'elles aient accès à des revenus et tout. Et donc c'est aussi pour ça qu'on collecte aujourd'hui, tout ce week-end, et c'est pour ça qu'on a lancé tout ce mouvement. Alors tu l'as dit, oui, c'est ça, c'est le mouvement Oxfight. Donc bonjour encore une fois si vous nous rejoignez, bienvenue, on va vous accompagner ce matin dans votre réveil en ce dimanche sur la chaîne d'Oxfam pour Oxfight, donc pour alerter et pour lever aussi des fonds pour lutter contre la situation là-bas. Tu l'as dit tout à l'heure, Louini, on parle de 73 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence liée à un phénomène de famine très grave. Vous pouvez faire des dons. Le but du jeu, c'est aussi de vous inciter à faire des dons. Donc n'hésitez pas
à cliquer, vous l'aurez dans la description de la chaîne. Dans la description de la chaîne Twitch, vous pouvez cliquer pour faire un don. Vous pouvez également cliquez sur le lien dans le chat, n'hésitez pas à participer aussi financièrement à cette mobilisation. Justement, cette mobilisation, tu as commencé à en parler, Louini. À quoi vont servir les dons qui sont faits au cours d'Oxfight là sur Twitch ce week-end? C'est assez simple entre guillemets. Les dons vont être partagés en moitié vers notre fonds d'urgence. Donc Oxfam, on l'a plus ou moins dit tout à l'heure, mais donc c'est une grande ONG de terrain. On est présent dans 86 pays et on fonctionne sur un système de quand il y a une crise humanitaire, on a un fonds d'urgence qu'on va abonder soit avec des fonds propres qu'on a d'ores et déjà, soit avec des collègues qu'on va mettre en place, aussi par du financement institutionnel, donc auprès de pays, de bailleurs, des Nations Unies. Et donc là, en l'occurrence, la collecte qu'on va faire, elle va partir à 50% sur notre fonds d'urgence Sahel, qui couvre le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Tchad et la RCA. Enfin, de la RCA, de la République centrafricaine, et à 50% sur notre fonds d'urgence Corne de l'Afrique, donc sur la Somalie, le Soudan du Sud, l'Éthiopie et le Kenya. Vous avez dans le chat Oxfam qui vous précise que par exemple avec un don de 9 €, ça permet de fournir des semences à 2 personnes pour qu'elles produisent leurs propres légumes. Ça c'est un exemple très concret du coup d'un don de 9 €. C'est un équivalent qui permet ça. Un don de 23 €, ça fournit de l'eau potable et du savon à une personne aussi. Oui, tout à fait. Ouais, l'eau c'est vraiment une question importante. Il y a cette question de la sécheresse. Donc dans la sécheresse, il y a la notion de quantité, on a moins d'eau, mais il y a aussi la notion de qualité. Une des conséquences de la sécheresse, c'est de dégrader la qualité de l'eau, puisqu'il y en a moins, donc souvent elle va plus stagner, elle va être utilisée par plus de populations, donc on va avoir un risque de développement de bactéries, de maladies, etc. Donc nous, Oxfam, on a vraiment une expertise depuis des dizaines d'années sur tous les terrains sur lesquels on agit, de haut assainissement. Très concrètement, ça veut dire aller forer des puits là où il y en a, aller aider, construire avec des populations locales, chercher là où est-ce qu'on peut faire un puits, et surtout un puits qui est durable, c'est-à-dire avec les systèmes autour pour que l'eau soit durable, pour que tout le monde puisse en profiter, y compris aussi dans une optique féministe, puisque ça c'est une des caractéristiques de cette crise, comme de beaucoup de crises, c'est qu'elle va impacter plus fortement parmi les populations, celles qui sont les plus vulnérables, notamment les femmes et les minorités de genre. Pourquoi ? Parce qu'elles sont socialement assignées à tout le travail du soin. Apporter de l'eau, par exemple, très concrètement, c'est souvent une tâche qui est assignée aux femmes. Quand le puits il est à une demi-heure ou quand le puits il est à 4 heures de marche, c'est pas la même. Ça change tout. Et du coup, voilà, ça va les impacter plus fortement. Donc l'eau et l'assainissement, et très concrètement, ça va être la construction de toilettes, de tous des systèmes d'assainissement d'eau pour permettre de garder au maximum la qualité de cette eau si rare. Ouais, vas-y. Je vais juste dire, c'est un peu la spécificité d'Oxfam sur le terrain. Il y a beaucoup d'ONG, et c'est pas du tout pour tirer la couverture à nous, mais un peu une de nos spécialités, c'est vraiment ces questions d'eau, assainissement, hygiène. On intervient beaucoup, y compris ça arrive qu'on nous demande d'intervenir dans des zones suite à des catastrophes humanitaires très très importantes, parce qu'on a cette expertise sur ces questions WASH, nous on l'appelle dans le jargon, donc eau, assainissement, hygiène. Et donc, en effet, la mise en place de toilettes dans des situations d'urgence pour éviter que le peu d'eau saine qui reste soit contaminée, la propagation des maladies hydriques, choléra, etc. On est toujours donc sur ce plateau avec Élise et Louini de Oxfam pour continuer à vous parler de tout ça. Dans la plus grande tradition des matins de Twitch, on va lire des articles, on va se faire une petite revue de presse, des articles qu'on a sélectionnés justement pour parler de ce sujet. Par lequel on va commencer? J'en ai un sur la crise au Soudan et sur les réfugiés qui ont fui le Tchad. J'en ai un sur, plus globalement, la faim qui progresse au Sahel et à la Corne de l'Afrique. On va peut-être commencer par celui-là. Ensuite, j'en ai un autre sur le Sahel central, sur les 16 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire. Et j'en ai un dernier d'RFI sur le Burkina Faso. Je propose qu'on commence par celui donc, du Figaro, qui est sorti il y a quelques mois maintenant, c'était en avril dernier. Tout à fait.
c'est ça, en avril. Le 27 avril dernier, un article du Figaro, du Sahel à la Corne de l'Afrique, la faim progresse inlassablement. On va lire, bon voilà, on est sur Twitch, donc on va faire une lecture de cet article ensemble et puis on va en discuter. Une personne meurt de faim toutes les 36 secondes entre Éthiopie, Kenya et Somalie, alors que 18,6 millions de personnes sont en insécurité alimentaire grave dans le Sahel. La faim progresse inexorablement en Afrique, ont dénoncé jeudi 27 avril l'ONU et des ONG. Une personne qui meurt de faim toutes les 36 secondes, ça a le mérite d'être très parlant, très très clair. C'est vrai que c'est une métrique qu'on utilise souvent en fait pour montrer l'urgence de la situation. Une personne décède. Mourir de la faim, ça veut dire quoi en fait? C'est mourir d'une maladie liée à la faim, c'est... Je reviens juste sur ce que tu as dit avant. Ce qui me marque là dans la lecture de cet article, c'est que tu l'as dit, il date d'avril. Ouais. Et en fait, ça a déjà empiré depuis. Et ça a empiré depuis. Puisque aujourd'hui, c'est une personne qui meurt de la faim toutes les 28 secondes. Ok, d'accord. Donc ça s'est aggravé depuis cet article. Okay. Donc ça revient vraiment sur le fait que pourquoi on fait cet Oxfight aujourd'hui, qu'on l'a pas fait l'année dernière, c'est qu'on est vraiment dans une situation, c'est la pire crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Faut quand même qu'on se rende compte de ça avant d'entrer plus dans le détail. C'est pas juste encore une crise, c'est vraiment une crise qui est inégalée. Ouais. Un autre point aussi qui me marque, c'est que le titre, c'est la faim progresse inexorablement. Sans surprise, je suis pas trop d'accord avec le Figaro. C'est pas inexorable. C'est pas inexorable, et surtout, c'est pas linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, la faim, elle reculait jusqu'à 2016. Oui. Moi, j'ai découvert ça depuis que je travaille sur ces sujets. J'avais toujours entendu, oui, la faim, etc. Je me dis, c'est un truc, c'est comme ça. En fait, pas du tout. Il y a des politiques publiques qui ont été mises en place, notamment dans les États riches, dans les États occidentaux, à la fin des années 90, au début des années 2000, qui ont fait en sorte que la faim diminue. La situation s'améliorait, effectivement. La situation s'améliorait. Sous l'égide des Nations Unies, les grandes famines des années 80-90 ont provoqué une mobilisation internationale qui a commencé à porter ses fruits. Et l'une effectivement, des conséquences de ça, c'est qu'on en entendait moins parler. Parce que ça s'améliorait. Ça allait de mieux en mieux. Ça veut pas dire que c'était parfait, mais ça s'améliorait. Et là, depuis 2016, on est en train de faire marche arrière sur ce grand mouvement qui était une réussite de la communauté internationale, des Nations Unies. Enfin voilà, vous avez peut-être pas connu, vous êtes peut-être un peu jeune, mais les années 90, c'était le... Enfin, pardon pour le cliché, mais c'était les années Michael Jackson, We Are the World, exactement. Etc. Il y avait une mobilisation internationale, ça bougeait beaucoup, les gens en parlaient dans les médias, et bon, ça a apporté ses fruits. Et là, malheureusement, c'est très important de le dire, effectivement, on reparle de famine en Afrique, aussi parce que la situation empire, en fait. Et ce qui veut dire aussi que quand on met en place des politiques publiques, des financements, parce que c'est ça aussi un petit peu le nerf de la guerre, pour faire en sorte de stabiliser des régions, faire en sorte que la famine diminue, c'est possible. C'est pas un truc inexorable, c'est pas quelque chose qui est là de toute façon. On peut faire quelque chose. Donc je continue sur l'article. Donc la faim progresse, ont dénoncé en avril les Nations Unies et des ONG, dont Oxfam, provoquée par la sécheresse liée au réchauffement climatique ou par des conflits. On rajouterait « et » par des conflits en réalité, parce que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est plus compliqué. Qu'elle contribue à entretenir par ailleurs. Le changement climatique continue à entretenir les conflits et vice-versa. Cette situation, pointée par l'UNICEF, mais aussi les ONG CARE et Oxfam lors d'une conférence de presse commune jeudi à Paris, s'accompagne de chiffres toujours plus vertigineux. Au Burkina Faso, profondément déstabilisé par une insurrection djihadiste meurtrière, 3 fois plus d'enfants ont été tués entre janvier et septembre 2022 que sur la même période en 2021. Et le nombre de mineurs traités pour malnutrition aiguë, sévère, a augmenté de 50% d'une année sur l'autre, selon l'UNICEF. C'est ce dont tu parlais tout à l'heure, la malnutrition aiguë, c'est celle qui nécessite une intervention d'ordre médical. C'est pas juste donner à manger, là, il faut intervenir de toute urgence. Donc ça a empiré, on a des chiffres très précis. Au Niger, la sécheresse récurrente et des inondations désastreuses en 2022, outre les conflits en cours, ont rendu les récoltes de plus en plus difficiles, provoquant une chute de la production céréalière de près de 40%, déplore Louis-Nicolas Jandot d'Oxfam France, présent sur ce plateau extraordinaire. Il est là. Donc tu le disais déjà en avril dernier, chute de la production céréalière de 40%. Carrément. Mais en fait, on a voulu mettre le choix de cet article, il est intéressant aussi et surtout parce qu'en fait, il date d'avril dernier. Et
Ça n'a pas changé. Publiquement, on n'entend pas parler. Et tu parlais tout à l'heure des années 80, 90, les concerts, la télé. We Are the World, etc. Et au final, là aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que sur le papier, la crise est globalement, sur le globe, pire qu'à cette période. Dans ces zones, c'est en train de devenir de pire en pire. Et pourtant, on n'en entend pas parler. Et c'est pour ça qu'on a fait cet événement de collecte. Au-delà de la collecte, c'est aussi pour en faire entendre parler, parce que il y a un vrai sujet. Les médias traditionnels ne veulent plus s'en emparer. Ça les intéresse pas, parce que voilà, ils ont ce qu'on disait juste avant. Ils ont l'impression qu'en fait c'est un cercle sans fin. On va faire les mêmes sujets, les mêmes trucs. Et ce qui fait qu'en fait, nous, pour faire nos actions de terrain, typiquement, et quand je dis nous, c'est nos partenaires sur place, les assos avec qui on bosse, etc. Il n'y a plus les moyens financiers. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est obligé de chercher de nouvelles façons de collecter, de mobiliser les gens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on appelle aux dons incessamment tout le week-end. Et parce que voilà, encore une fois, on tente des conférences de presse, on tente des rapports, et on n'arrive pas à casser le mur, quoi. Quelques 430 000 enfants nigérians souffrent de malnutrition sévère aiguë, alors que 154 000 femmes enceintes ou allaitantes devraient en être victimes cette année, contre environ 64 000 en 2022. Donc, presque un fois deux, même plus, presque un fois deux en seulement un an, soit une augmentation de 141% selon Lucille Grosjean, une porte-parole de l'UNICEF. L'UNICEF, je rappelle, c'est une organisation internationale sous égide des Nations Unies qui intervient notamment sur la question de l'enfance. Oui, c'est ça. Oui, Enfance, UNICEF. Dans la Corne de l'Afrique, 5 saisons des pluies déficitaires d'affilée, ces fameuses 5 années dont tu parlais, il aurait dû pleuvoir et il n'a pas plu. 5 saisons de pluie déficitaires d'affilée ont tué des millions de têtes de bétail et détruit les récoltes. Il faut savoir que, je l'ajoute, mais les prévisions pour cette année, c'est les mêmes. Enfin, on va avoir une 6e année. On le sait déjà. Et en avril, on interpellait là-dessus, aussi et surtout parce qu'en fait, on entrait dans le pic de la crise. Ouais. Et le pic, il continue. On sait que d'ici la fin de l'été, il n'y a aucune amélioration. Ça, c'est une certitude, même s'il y a un afflux d'argent, un afflux de moyens, ça ne s'améliorera pas d'ici il faut quand même donner. Mais effectivement, il y a quand même les modèles de prévision font qu'on est assez lucide sur la... Du coup, on est aussi lucide sur l'urgence. Selon l'ONU, 22 millions de personnes sont menacées par la faim en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, où sévit en plus une insurrection islamiste, un désordre d'ordre sécuritaire qui n'améliore rien, on s'en doute. On prévoit qu'entre avril et juin, je cite, plus d'un tiers de la population somalienne, 6,5 millions de personnes, sera en état de crise alimentaire avec des projections de famine, soit un manque extrême de nourriture provoquant la mort dans certaines régions du pays, déplore Mathilde Casper de l'ONG CARE. Cette situation, qui relève d'une injustice, est la conséquence d'une inaction permanente des pays riches, tonne Louis-Nicolas Jandot, alors qu'en 2022, à peine 62% des besoins de financement humanitaire ont été comblés dans ces régions. Ok. Là-dessus, je peux ajouter un truc qui est assez intéressant pour se projeter dans le cas de la France, parce que là, 62% des besoins humanitaires, c'est pas forcément clair. Mais en gros, quand il y a une crise humanitaire, les Nations Unies, le bureau humanitaire des Nations Unies, mesure les besoins. Donc là, c'est pas les ONG qui font leurs calculs, c'est vraiment les Nations Unies qui disent pour répondre à cette crise, on a besoin de temps. Et donc, ils le font pour toutes les crises humanitaires, pour chaque pays vivant une crise humanitaire. Et donc, sur les 9 pays qui nous intéressent là ce week-end, il n'y a que 60% des besoins qui ont été apportés. Ouais. Et donc là, c'est vraiment les contributions d'États riches. D'États qui peuvent donner. D'États ou des populations des pays riches? Des États. D'États. Oui, c'est ça. C'est vraiment les budgets d'États. Sur l'aide. Okay. Et dans le cas de la France, l'aide humanitaire à ces 9 pays l'année dernière, ça dépasse à peine les 100 millions. Donc pour répondre à la pire crise humanitaire depuis 1945, on donne à peine 100 millions. Ce qui est... Mais attends... Excuse-moi, je fais le lien avec la politique, tout ça. En 2017, Emmanuel Macron s'était pas engagé à passer à 2% du PIB d'aide au développement? Alors non, c'est 0,7%. Et c'est les 0,7, attends, je confonds. Ouais. Il y a en gros... bref, il s'était engagé à augmenter la participation de la France à l'aide au développement. C'est un souvenir que j'ai, qui est une réminiscence là complètement, c'est assez technique, mais en effet, il y avait eu l'engagement... Enfin, dans un premier temps, il y avait l'engagement de 2017-2022 de passer notre aide au développement, donc la part du budget de l'État qui va soutenir le développement des pays les plus pauvres de la planète, de la passer de 0,40% de notre revenu national brut à 0,55. Ouais.
Et la promesse, l'objectif initial, qui est une résolution des Nations Unies qui date de 1970 à 50 ans, c'est d'atteindre les 0,7. Ça n'a jamais été fait. Non, ça n'a jamais été fait. Il s'est quand même engagé à un truc sur lequel on s'était déjà engagé. Mais qu'on n'avait jamais fait. Un engagement en dessous de la promesse. Oui, c'est ça, il s'était engagé à respecter un truc qu'on n'avait jamais respecté et on n'y est toujours pas. Un peu comme l'accord de Paris, quoi. Mais, oui, voilà, c'est ça. Mais ça a augmenté quand même, faut le dire. Pas forcément des bonnes façons. Enfin, c'est assez technique, mais le budget qui a augmenté, c'est en très grande partie du budget pour soutenir notre secteur privé dans ces pays en développement. Donc, ce qui veut dire qu'en vrai, on ne va pas régler, on ne va pas dans les zones les plus sensibles où il y a des conflits et tout. On met plus d'argent d'investissement dans les infrastructures des entreprises françaises dans ces pays que dans l'aide aux populations de ces pays. L'aide humanitaire, c'est sûr, typiquement. Oui, que l'aide humanitaire. Vraiment, par exemple, c'est sûr. Et donc, l'aide humanitaire est une goutte de notre aide au développement. Et par contre, l'aide humanitaire, la France est un très très mauvais élève en aide humanitaire. Les besoins financiers sont énormes et les grands bailleurs occidentaux doivent changer d'échelle et se coordonner, estimait en novembre David Beasley, le directeur du Programme alimentaire mondial, interrogé par le quotidien Le Monde. Je cite, « Nous sommes face à la pire crise alimentaire et humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale », affirmait-il. Dans un communiqué séparé jeudi, l'ONG Médecins sans frontières fait état d'un nombre d'admissions d'enfants malnutris plus élevé que jamais, enregistré par ses équipes de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria. Donc voilà, David Beasley, donc, le directeur du Programme alimentaire mondial, lui aussi a exactement le même discours que vous. Il y a un besoin absolument urgentissime. Ça aussi, c'est important peut-être de le dire. C'est pas que les ONG qui tirent la sonnette d'alarme, des responsables des Nations Unies, tout ce qui est le plus officiel, ont les mêmes chiffres que vous et disent exactement le même message que vous. Ouais. C'est surtout que nous, on base notre analyse sur les chiffres de l'ONU, de l'UNICEF, sur ces chiffres-là. Après, on va proposer des solutions, des actions, etc. Mais ce dont parlait Louis tout à l'heure sur la catégorisation entre les différents niveaux de famine, etc., en fait, c'est des standards internationaux dont le but est de se permettre de se coordonner globalement et de dire « Ok, on est dans telle catégorie, c'est l'ONU qui le dit, il y a tel et tel critère, donc on va mettre en place… » C'est un peu comme l'INSEE, quoi. On ne discute pas les chiffres de l'INSEE, c'est OK, on connaît le taux de chômage en France, donc on peut ensuite avoir un débat politique. Sur qu'est-ce qu'on fait de ce chiffre-là. Et là, c'est pareil, l'ONU met tout le monde d'accord, il n'y a pas de contestation possible sur le nombre de chiffres, sur la situation, etc. Donc c'est public, c'est ouvert. Et donc oui, d'accord. Okay. Ouais, non, mais c'est important de le préciser. C'est vrai que c'est assez dingue, c'est consensuel. Vraiment, aujourd'hui, c'est consensuel. C'est en ONG, institutions internationales, c'est consensuel qu'en fait, on est face à une crise qui est la pire depuis la Seconde Guerre mondiale. Et encore une fois, pour autant, on n'arrive pas à enclencher le mouvement de solidarité nécessaire. C'est intéressant. Le nombre d'admissions hebdomadaires pour malnutrition sévère et modérée est à 2 à 3 fois plus élevé que la moyenne enregistrée au cours des 5 dernières années, s'inquiète Rtet Aounki, coordinateur médical de Médecins sans frontières. Et la tendance est à la hausse. L'année dernière a été terrible, mais cette année pourrait être pire si cette tendance se poursuit, s'alarme-t-il, craignant une situation catastrophique lorsqu'arrivera la période de soudure, soit le moment avant les premières récoltes de 2023, quand celles de 2022 seront épuisées. Ce que je viens de vous lire, date d'avril dernier. On est aujourd'hui en juin et on est pile poil dans cette période. Et malheureusement, ce que craignait cette personne de MSF est en train de se produire. Effectivement, la situation s'empire. Donc voilà pour cet article, ce premier article du Figaro, donc d'avril dernier, qui fait un peu un constat global. On continue, j'ai un autre article de France Info, cette fois-ci sur la crise au Soudan. Dans le chat, si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas. Hein. Même avec une pandémie mondiale, on n'a pas réussi à être solidaire sur les vaccins, alors bon. C'est clair. Ça vous fait réagir quelque chose, ça, la question de oui, c'est sur la coordination sur les vaccins. C'est complètement, sans même rentrer dans le détail vaccin, mais ce qui est hyper intéressant, de prendre l'exemple de la pandémie, c'est hyper intéressant parce que c'est là à quel point on voit en vrai. On est en capacité de faire des choses. Ouais. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je suis d'accord sans être d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que la crise sanitaire, parmi les leçons qu'on commence à en tirer. Il y a eu une mobilisation internationale massive sur la recherche médicale. Il y a eu, notamment en Europe, une tentative autant que possible de se coordonner sur la question des masques, etc. au début. Et puis il y a eu la mobilisation d'argent public à une échelle jamais vue de toute l'histoire de la construction européenne. Il y a quand même eu des millions d'euros d'emprunts où l'Allemagne a accepté de s'endetter pour les pays du sud de l'Europe. Enfin, on a vu des trucs qu'on n'imaginait même pas possibles 2 ans plus tôt. Hein. Le quoi qu'il en coûte. Vous vous souvenez du chômage partiel. Un salarié sur 2 Français était payé par l'État quand même pendant plusieurs mois. Enfin, tu vois, donc
morale de l'histoire, quand les États s'y mettent, ils savent s'y mettre et ça donne des résultats. Voilà. Mais il y a un peu un plafond de verre que je qualifierais de deux ordres. D'une part, quand il s'agit de solidarité, d'être solidaire avec d'autres États pour un bien commun quand même. Le principe du vaccin pendant la pandémie, c'était aussi de se protéger nous-mêmes mutuellement, bien sûr. En proposant le vaccin à des populations qui n'avaient pas accès. Et puis, il y avait aussi la question d'aller à l'encontre d'intérêts privés, d'entreprises d'États du Nord qui n'avaient pas intérêt à ce qu'on lève les brevets sur les vaccins. Nous, chez Oxfam, on a fait beaucoup de plaidoyer justement pour la levée des brevets, pour que des pays qui avaient la capacité de produire ces vaccins puissent en faire bénéficier leur population locale. Et c'est vrai qu'on s'est heurté à... des murs et des murs, parce que ça va à l'encontre d'intérêts privés et c'est toujours là qu'on arrive un peu à une barrière un peu insurmontable. Il y a aussi une question, et là aussi je pense que après politiquement c'est un sujet assez intéressant de la question de l'intérêt à agir. C'est pas de la bonté de cœur que d'agir pour des populations qui souffrent, etc. Il y a un intérêt totalement commun. La crise climatique a fait bien prendre conscience à notamment notre génération qu'en fait leurs problèmes sont les nôtres et nos problèmes sont les leurs. Enfin, il y a un truc très très lié et pas seulement sur les phénomènes de flux migratoires qu'on a connus avec les guerres, etc. C'est même plus globalement que ça. La question de la problème de la famine en Afrique est un problème mondial qui nécessite d'agir pour le bien de l'ensemble de la population mondiale. C'est pas seulement pour les populations concernées, d'abord pour elles, mais même overall, c'est extrêmement important pour tout le monde. L'Afrique, c'est le pays le plus jeune c'est le continent le plus jeune du monde. C'est un avenir démographique absolument phénoménal. Et personne n'a intérêt à ce que l'Afrique se développe mal, ne se développe pas, et ce que ces populations meurent. Et c'est pas seulement pour des raisons humanitaires. Ouais, c'est ça. Mais tu le vois par exemple sur la crise climatique. On a vraiment tous et toutes intérêt à réduire nos émissions de CO2, combattre l'atteinte des limites planétaires. Et pourtant, on n'arrive pas à se mettre d'accord et on n'arrive pas à faire des actions coordonnées. Ce que tu dis, ça me fait vraiment... je suis obligée de faire le lien avec ce qu'on appelle les financements climat, donc qui sont des financements pour alimenter des fonds pour que les pays les plus vulnérables, donc les moins responsables de la crise climatique, puissent transformer leur économie, la décarboner. Donc on a tous intérêt à ça, qu'en gros il y ait moins de mines de charbon et qu'il y ait plus d'éoliennes, pour faire simple, on a tous intérêt. Et ces financements climat, il y a une question d'intérêt à agir personnel des pays riches, puisque c'est intéressant pour tout le monde. Puis il y a aussi une question de responsabilité, historique des pays les plus émetteurs. Et pourtant, ça fait des années que les pays les plus riches ne mettent pas sur la table l'argent qu'ils avaient promis, que même en ayant un intérêt commun à agir, on n'arrive pas à se mettre d'accord autour de projets. Donc, malgré cette alliance objective, la concrétisation n'y est toujours pas. Et peut-être juste un truc sur la pandémie pour revenir à ça, et je pensais pas rentrer dans le détail de ce chiffre dès maintenant, mais en fait je trouve que c'est hyper pertinent pour un peu donner une projection. Récemment, on a fait le calcul comme quoi pour aider les pays en développement à faire face au changement climatique et à répondre à leurs besoins de développement en santé, en éducation d'ici 2030, on a besoin de 27 000 milliards de dollars. C'est gigantesque, personne ne se rend compte de ce que c'est, 27 000 milliards. Non, c'est très difficile. Mais c'est d'ici 2030, donc ce qui grosso modo, ça veut dire qu'il faut mobiliser 3 000 milliards par an. Les pays riches devraient mobiliser 3 000 milliards par an pour les pays en développement. Et pendant la pandémie, entre mars et décembre 2020, on a mobilisé plus de 13 000 milliards. Donc en vrai, mobiliser 3 000 milliards pour les pays en développement par an jusqu'à 2030, c'est loin d'être inaccessible. Ouais, c'est faisable. Loin d'être inaccessible. C'est faisable. Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Pour être un tout petit peu optimiste, je te donne un exemple des fois où ça a marché quand même. On peut se mettre d'accord sur certains trucs. Il y a un exemple qui circule beaucoup, notamment dans le milieu climat, c'est le trou dans la couche d'ozone. On a réussi collectivement, les 192, 197 pays de l'ONU, à... C'était quelles années les trous dans la couche d'ozone? C'était les années 90. Les années 80, 90. On comprend que l'ozone, une très fine couche dans l'atmosphère, a un trou au-dessus du pôle Nord et que c'est un énorme problème. On détecte assez rapidement, grâce aux scientifiques, quelle est la source du problème. En l'occurrence, c'est un certain type de gaz un peu particulier qu'on trouvait notamment dans les réfrigérateurs. C'est un exemple. Les gaz aérosols. Les gaz aérosols et tout. Bref, c'est un peu technique, mais
mobilisation mondiale, sur la base des travaux des chercheurs, interdiction mondiale d'utiliser ces gaz-là. Exactement. Morale de l'histoire, 20-25 ans plus tard, passe le trou et se rebouche petit à petit. Et quasiment rebouché. Ça marche. Ça marche. Ce qui était dingue, c'est que tout le monde en parlait. C'était partout. Le moi, trou dans la couche d'ozone, mais moi j'étais petit, moi aussi à l'école. Titeuf qui faisait, il y avait une planche sur le trou de la... Enfin, c'était ouf. À l'école, on nous en parlait et tout. Non, mais c'est voilà. Vous imaginez si le CO2 par exemple, on faisait pas. Enfin bref. Ironie, mais bref, ironie possible, à moitié, tu vois. Non, mais morale de l'histoire, c'est possible. Une mobilisation massive basée sur la science. On avance, c'est dans l'intérêt commun. Bon bah on le fait. On trouve des trucs de substituts, ça marche toujours. Les réfrigérateurs, tout va bien. Enfin, tu vois, il y a un truc où ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Mais t'as raison de le dire. C'est un très très bon exemple à mobiliser. On continue sur un autre article. Crise au Soudan, cette fois-ci c'est France Info qui écrivait cet article, c'était au tout début du mois de juin, là, c'était il y a 15 jours. Crise au Soudan, plus de 100 000 nouveaux réfugiés ont fui au Tchad. L'ONU appelle à l'aide. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés estime que 200 000 personnes de plus pourraient fuir vers ce pays voisin dans les 3 mois à venir. Le Soudan, c'est à côté du Tchad. Des populations ont quitté le Soudan pour se réfugier au Tchad et 200 000 pourraient encore plus venir se rajouter. Alors, le constat est très inquiétant. Le nombre de Soudanais ayant fui au Tchad voisin, le conflit qui ensanglote leur pays depuis plus d'un mois et demi, a dépassé les 100 000 personnes. S'alarme jeudi 1er juin le Commissariat aux Nations Unies, le HCR dans le jargon, qui réclame un soutien financier d'urgence. Les réfugiés affluent depuis le 15 avril et le conflit déclenché entre les deux généraux rivaux qui se disputent le pouvoir à Khartoum, donc au Soudan. Pardon. On estime que plus de 200 000 personnes de plus pourraient être forcées de fuir vers le Tchad dans les 3 mois à venir, prévient dans un communiqué Laura Locastro, représentante du HCR au Tchad. La majorité de ces réfugiés sont originaires du Darfour, région de l'ouest soudanais, frontalière avec le Tchad, profondément touchée par la violence et en proie à une instabilité croissante, poursuit la responsable onusienne. La saison des pluies arrivant dans les prochaines semaines, nous avons besoin d'une logistique massive pour déplacer les réfugiés des zones frontalières afin d'assurer leur sécurité et leur protection, ajoute le HCR, qui invoque un besoin urgent de financement et invite la communauté internationale à lui fournir ses moyens pour continuer à intensifier ses interventions et sauver des vies. Le HCR a besoin de 214,1 millions de dollars, c'est très précis, pour fournir une protection et une assistance vitale à toutes les personnes réfugiées ou déplacées au Tchad, dont 72,4 millions pour la réponse d'urgence à la crise des réfugiés fuyant le conflit au Soudan, conclut le texte, ajoutant que les besoins ne sont financés actuellement qu'à hauteur de 16%. Ça a le mérite d'être assez clair, et on va en reparler du coup sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le caractère où en fait les crises se surajoutent les unes aux autres. Au Soudan, il y a 2 généraux qui se mettent sur la tronche pour prendre le pouvoir à coup de... ils font la guerre, en fait c'est une guerre civile au niveau local, voilà, c'est comme ça. 100 000 personnes depuis avril dernier ont quitté le Soudan pour se réfugier dans le pays voisin, le Tchad. Dans les 3 mois qui viennent, il y en a 200 000 de plus qui vont arriver, donc à terme 300 000 personnes au total sont à gérer au Tchad. Problème. Au Tchad, on n'a absolument pas les moyens de les accueillir. Et en plus, la saison, la sécheresse dont on parlait tout à l'heure vient se surajouter au problème. Donc le besoin d'aide est absolument urgentissime parce que là, on est sur un exemple très très précis d'insécurité politico-conflit armé et d'insécurité alimentaire liée au climat. C'est vraiment, on peut pas faire beaucoup plus simple, quoi. C'est exactement ça. Et ce qui est hyper intéressant il y a plusieurs choses cet article qui est vraiment hyper intéressant. Déjà, il met en exergue les migrations entre pays du Sud. Bien sûr. Parce que le débat politique français, j'aime bien sur cette chaîne, on peut parler politique. Non, mais vas-y. Le débat politique français, immigration. Sujet numéro 1, etc. L'ultra majorité des migrations aujourd'hui dans le monde, c'est des migrations entre pays du Sud. Et quand on dit l'ultra-majorité, c'est un euphémisme. C'est écrasante majorité des gens qui fuient leur pays, c'est pas pour venir en France. C'est exactement. Vraiment pour aller dans le pays d'à côté. Donc ça, c'est la première chose. Le second point qui est intéressant, on est au Soudan, on parle de la saison des pluies, parce qu'il faut voir que, donc on parle surtout cet événement de deux régions différentes, le Sahel, la Corne de l'Afrique, c'est des réalités différentes, il faut quand même le dire, les raisons qui expliquent, etc. À chaque fois, le changement climatique est au cœur de tout ça. Mais dans le cas dans la partie Corne de l'Afrique, il y a une spécificité Soudan du Sud, c'est qu'au Soudan du Sud, ce qui a aggravé dramatiquement la crise alimentaire aujourd'hui, c'est 4 années d'affilée d'inondations records.
Parce qu'en fait, c'est paradoxal, mais il y a les phénomènes météorologiques extrêmes qui sont une preuve du changement climatique, qui sont conséquences du changement climatique, qui vont impacter encore plus la situation humanitaire sur place. Parce que, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui fait que, en effet, c'est un ajout d'un surajout, d'un surajout, d'un surajout. Et enfin, on voit que les personnes qui se déplacent, elles vont se déplacer dans les pays voisins, qui sont dans des situations également très compliquées. Nous, dans le cas des réfugiés soudanais et au Tchad, très récemment, j'ai eu un appel avec ma collègue Abby qui nous rejoindra tout à l'heure. On a eu un appel avec nos collègues sur place qui ont été contactés par les Nations Unies, qui nous ont dit, mais en fait, on a besoin d'aide pour ouvrir un camp de réfugiés au nord du Tchad, etc., etc. Et donc, ça impacte. Déjà, nous, on n'a pas assez de ressources pour faire face aux programmes qu'on a déjà pour venir en aide aux populations. Les Nations Unies sont également dépassées. Et l'appel à l'aide à la communauté internationale, j'aime bien cette expression communauté internationale parce que c'est un mot gentil pour dire en fait, les pays riches, bougez-vous le cul. Quoi. Oui, grosso modo, quand on dit communauté internationale, on a l'impression qu'il y a une dimension d'unification entre tout le monde. C'est pas vrai. On a besoin de financement. Et quoi. Il y avait juste un message que j'avais pas lu tout à l'heure, c'est Tiebreak dans le chat qui disait comment est-ce qu'on peut faire pour aider Oxfam sur place si je veux donner un coup de main à Ouaga ou à Niamey par exemple. À mon avis, tu trouveras toutes les ressources nécessaires sur le site internet d'Oxfam. Il y a des offres d'emploi internationales. N'hésite surtout pas à rentrer en contact avec les responsables au niveau local d'Oxfam qui sont probablement preneurs de ton aide. N'hésite pas, c'est une très bonne idée. Un point là-dessus, juste pour un peu aussi montrer la spécificité d'Oxfam sur le terrain. On est une des ONG qui a fait un vrai processus d'évolution où maintenant la quasi-totalité de nos staffs sur le terrain sont des locaux. Oui. C'est des personnes du pays, etc. On a très peu d'expatriés. On travaille exclusivement avec des partenaires locaux. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure. Parce qu'ils connaissent mieux le terrain, ils ont un plus grand accès. C'est aussi pour sortir un peu du schéma du... en fait, nous, on parlait des financements. Pour le coup, on a besoin des financements des pays riches. Mais par contre, nous qui allons sur le terrain avec nos sacs de riz... qui arrive c'est ça. Terrain, quoi. Le sac de riz porté par un... bref, je n'ai pas montré cette image. Mais non, mais les jeunes, ils n'ont pas la ref. Mais c'est Bernard Kouchner dans les années 80, les French Doctors. Ça fait partie du mouvement dont on parlait tout à l'heure. L'aide aux populations des pays pauvres, où il y avait des médecins européens, notamment français, qui ont créé des très belles associations, Médecins sans frontières, Médecins du monde et tout, et qui allaient avec des sacs de riz. Il y a notamment une image très célèbre de Bernard Kouchner en chemise, je crois, qui porte un sac de riz en descendant d'un bateau, etc. Et c'est pas que ça a fait marrer les gens, c'est juste que c'est devenu une image iconique de cette génération-là. Il est plus tard devenu ministre, ça a été un homme politique assez important, Bernard Kouchner. Mais donc voilà, donc c'est ça, le sac de riz, c'est la ref à une certaine époque. Il y avait des collectes à l'époque de riz, on demandait aux Français de donner du riz et voilà. Et c'est aussi le switch entre cette notion des années peut-être 80-90 à la Bernard Kouchner où nous les pays riches on va venir aider les pays pauvres, truc qui se fait, j'allais dire plus du tout, qui se fait encore mais en tout cas plus chez Oxfam et plus dans beaucoup d'ONG où en fait c'est pas une question d'aide, c'est une question de responsabilité. Oui, c'est plus pareil. Oui, on a colonisé des pays, on leur a piqué leurs ressources, on a émis beaucoup de CO2, on a niqué le climat. À un moment donné, il faut être responsable et se dire je vais prendre mes responsabilités et aller là par exemple, dans le climat, on parle souvent de dette climatique parce qu'il y a une responsabilité historique des pays les plus industrialisés par rapport à ça. Et sur la question économique, c'est un peu pareil. C'est pas de l'aile de philanthropique. Non, mais tu as raison de le dire et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a eu effectivement un shift, ou alors pas suffisamment dans l'esprit de tout le monde, mais effectivement, c'est pas oh là là, les pauvres, il leur arrive un truc pas marrant, on va leur filer un coup de main par bonté d'âme. Avec plein de questions politiques aussi. La situation politique locale, elle est conséquence des instabilités du XXe siècle, etc. Donc on va pas refaire l'histoire, mais en gros, aujourd'hui, on est plutôt à se dire, ok, donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire en discutant avec des collègues locaux du terrain, comment est-ce qu'on peut venir avec des connaissances techniques, notamment sur les questions au assainissement, en fait, quels sont les besoins du terrain et comment est-ce qu'on peut y contribuer. Et sur la question des financements climat, comment est-ce qu'on s'adapte au changement climatique, c'est pareil. Il n'y a pas une solution à plaquer un peu partout. En fait, en fonction des situations locales, l'adaptation, elle va être assez différente. Est-ce que Cuba a réagi
étant donné leur soft power, l'humanitaire? Je ne sais pas, je ne suis pas assez régulièrement les communiqués de presse de la diplomatie cubaine. J'en sais rien, je ne sais pas si Cuba a réagi. Cuba ne fait pas partie des pays riches, hein, on ne va pas se mentir. Voilà. La France a un chouïa plus de pouvoir et de responsabilité que Cuba sur la situation. Donc ouais, non, cet article effectivement qui a le mérite de bien faire le pont entre les deux problématiques. J'avais 2 derniers articles, un du Parisien et un de RFI, RFI sur le Burkina Faso, et celui du Parisien sur le Sahel. On va peut-être parler du Sahel central sur les 16 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire. Donc là, voilà, on parlait du Soudan, du Tchad. D'ailleurs, dans le chat, quelqu'un demandait est-ce que le Tchad c'est pauvre? Oui, non, le Tchad, c'est pas du tout un oasis de stabilité, de paix, d'eau fraîche et de nourriture. Enfin, non, et d'ailleurs, les problématiques sont dramatiques aussi au Tchad. Ils n'ont pas les moyens d'accueillir ces 300 000 personnes au total. Enfin, sur le Tchad, il y a plein de... Comme dans plusieurs pays, il y a un mix de conflits armés, d'instabilité politique, de changement climatique, mais il y a notamment la question du lac Tchad, qui est un des grands lacs de ces régions-là, dont la taille a été extrêmement diminuée. Il y a des questions sur combien de pourcents, etc. Mais en gros, qui a perdu énormément de son eau. De son eau. Vous regardez une photo satellite des années 50 et une photo satellite aujourd'hui, c'est simple. Il n'y a plus de lac, quoi. C'est un peu comme... C'est incroyable. Lac Baïkal. Non. La mer d'Aral. Oui, la mer d'Aral. Mais là, c'était différent. C'était pour des raisons d'infrastructure, les communistes et tout. Mais bref. Toujours est-il qu'il y avait un immense lac qui a vraiment cette fonction aussi nourricière, de mangrove, donc de stabilité. En fait, il y a des boucles de rétroaction. Quand tu as moins de mangroves, tu as plus d'évaporation. Donc, tu vas avoir plus de phénomènes extrêmes, que ce soit et la sécheresse et aussi les pluies. Puisque plus tu as d'évaporation, plus... il y a un dérèglement global du cycle de l'eau. Tout ça pour dire que dans cette région-là, c'est un des facteurs aussi d'instabilité, la quasi-disparition de ce lac qui était une source, enfin en tout cas un point de vie essentiel. On a un point démocratie. Comment se passent les nominations aux postes clés de l'ONG, élections ou autres? C'est quoi C'est un insoumis qui pose la question sur la démocratie interne. Oh, ça va. Mais Oxfam. Parlons d'Oxfam. Faisons une parenthèse. Oxfam, on peut adhérer. C'est une association. On peut adhérer. N'hésitez pas. On peut adhérer. On peut s'engager dans un groupe local aussi. On a des groupes locaux dans les principales villes de France qui sont hyper dynamiques et qui font plein de trucs. Un des trucs fondamentaux chez Oxfam, c'est le pouvoir citoyen pour lutter contre les inégalités. Donc on va vraiment avoir une notion de comment est-ce que une population locale, qu'elle soit au Tchad ou qu'elle soit à Strasbourg, elle peut utiliser le plaidoyer, les campagnes, etc., tous ces outils que nous on utilise dans les ONG pour faire changer les choses. Donc on peut adhérer, on peut aller dans un groupe local et après en interne. Donc notre directrice générale, c'est Cécile Duflot, donc ancienne ministre et qui aujourd'hui est à la tête de l'ONG depuis 5 ans. Depuis 5 ans. Elle est salariée. Elle est salariée. Elle a été embauchée par les élus de l'association. Elle a fait des entretiens d'embauche. Enfin, elle a postulé, un peu comme tout le monde. Elle l'avait raconté sur une de mes émissions. Elle a regardé, ça s'appelait Backseat, c'était sur ce plateau. Elle avait très bien expliqué. Mais voilà, vous avez... Il y a un conseil d'administration. Il y a un conseil d'administration qui est élu par les adhérents. En assemblée générale, qui vote donc pour ses élus. Le conseil d'administration dirige la boîte et la dirige au sens de embauche des gens, gère les budgets, les finances, etc. C'est transparent en plus, n'hésitez pas à aller sur le site internet d'Oxfam, il y a les comptes rendus. Les écarts de salaire au sein de l'ONG sont de 1 à 3,4. 3,4 c'est transparent aussi, il y a toutes les infos sur le site d'Oxfam France. Oui, je me souviens, il y avait... Il y avait des gens mal intentionnés qui disaient Cécile Duflot, son salaire et tout. Mais en fait, c'est sur le site. Genre vraiment, mais cliquez sur le site, c'est écrit. Franchement, si son salaire était mirobolant, le nôtre aussi, donc ce serait cool. Augmentons les salaires. Non, mais. Enfin, bref. Donc, non, vous ne laissez pas avoir par les 3-4 trucs que vous pouvez lire sur Twitter, sur les ONG, etc. Là, il y a vraiment le côté faites vos propres recherches, c'est-à-dire juste aller sur le site, regarder les comptes rendus qui sont votés en AG, c'est écrit dedans. Il n'y a rien de plus clair. Bref. Conflit, climat. Au Sahel central, plus de 16 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire. Un article du Parisien. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger recouvrent 5% des besoins humanitaires mondiaux, alors qu'ils ne représentent que 0,9% de la population mondiale. Alerte un rapport publié par une ONG américaine. Ah bah si c'est une ONG américaine alors.
C'est comme les études américaines. Ouais. Des scientifiques. Des scientifiques américains ont démontré que, ils sont américains alors. Bref, excusez-moi, un chiffre sans précédent. Au Sahel central, composé du Mali, du Burkina Faso et du Niger, plus de 16 millions de personnes affectées par le changement climatique et les conflits armés ont besoin d'une assistance humanitaire, selon un rapport publié ce lundi par l'ONG américaine International Rescue Committee, IRC. Cela représente une augmentation de 172% depuis 2016. C'est exactement ce dont on parlait tout à l'heure. Ouais. La situation s'aggrave depuis 2016, indique l'IRC, qui ajoute que les 3 pays ne représentent que 0,9% de la population mondiale, mais 5% des besoins humanitaires mondiaux. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont confrontés à des violences djihadistes meurtrières sur plusieurs pans de leur territoire depuis près d'une décennie. En parallèle, une grande partie du pays du Sahel central est hautement exposée au changement du climat. Les températures s'élèvent à 1,5 fois plus vite que dans le reste du monde et une augmentation d'entre 2 et 4,3 degrés est prévue d'ici 2080, indique le rapport. Vous savez, nous en France, quand on parle des 1 degré, 2 degrés, etc., là on anticipe de 2 à 4,3 degrés. C'est phénoménal. Des saisons sèches plus longues ou des inondations bouleversent l'agriculture, qui fait vivre 78% de la population dans cette région. 78% de la population vit directement de l'agriculture. C'est ça dont je parlais tout à l'heure par rapport à l'agriculture vivrière, où pour nous c'est un petit peu difficile de se rendre compte. Nous on a une agriculture d'exportation. Donc... Exactement, et tu vois, quand Louis disait tout à l'heure la sécheresse, elle a fait baisser les rendements de sorgho de 40%, en fait, nous en France, c'est la même chose. Les arbres fruités, dans les 2 dernières années, leur rendement, ils ont baissé entre 30 et 40% à cause du changement climatique. Juste, on s'en rend pas compte parce qu'on importe. Voilà, exactement. Vous allez au supermarché, il y a toujours des fruits et des légumes. Exactement. Si nos rendements locaux baissent, ce qui va se passer, c'est juste qu'on va, comme on est riche, on va acheter sur les marchés internationaux. De toute façon, on le fait tout le temps, mais parce qu'on a effectivement une agriculture, importation, exportation. Donc en gros, on consomme ce qu'on importe et on exporte ce qu'on produit, globalement. Donc ça ne changera rien. Ça, oui, ce qui est déjà un autre sujet. Non, mais on fera un autre. Je propose qu'on fait un autre site. Alors que là-bas, donc en tout cas, ça pour dire que là-bas, en fait, ils produisent ce qu'ils consomment, ils consomment ce qu'ils produisent. Voilà. Donc si tu ne produis pas, tu peux pas consommer. Mais en même temps, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'avec les conséquences changement climatique, sécheresse, en particulier dans le Corne de l'Afrique, là, je pense, c'est hyper intéressant. Donc, les productions ont terriblement chuté, et donc là, il y a eu des besoins d'exporter. Parce qu'en fait, il n'y avait plus de culture, donc l'État devait exporter ce qu'il pouvait. Le blé, paf, guerre en Ukraine. Les plus grands exportateurs de blé, Ukraine, Russie, les prix ont explosé. Et donc, ces pays qui auraient eu besoin d'exporter parce que leur culture était en chute libre, n'ont pas pu parce que c'était financièrement trop cher. Et c'est hyper intéressant sur la question de la dette. C'est rare de dire c'est hyper intéressant la dette, mais c'est super intéressant la dette. J'adore la dette. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y a eu un choix à faire pour tous ces pays. Je pense à la Somalie, au Kenya, à l'Éthiopie, parce qu'en fait l'endettement pour exporter suffisamment de blé pour le pays, ça représentait 2 fois leur endettement pour faire face à leurs besoins en santé. Donc on est arrivé à une situation qui est tellement terrible qu'on doit choisir entre nourrir ou soigner. Et ce qui est paradoxal, c'est que si on ne nourrit pas, le stade ultime, ça va être le soin. Et si on ne soigne pas, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Il y a quelqu'un qui dit quid du racisme dans la non-aide des pays du Nord aux pays du Sud. C'est aussi un des mécanismes qui explique en particulier la difficulté à mobiliser. De plus en plus dans les pays du Nord, notamment en Europe, il y a la montée d'un discours raciste, xénophobe au sens large, que vous entendez... pardon, excusez-moi de faire le lien avec l'actualité politique nationale, mais c'est un peu mon dada, mais hier, un parti politique de droite français a fait un grand raout, etc. La notion de préférence nationale qui a été introduite par Marine Le Pen il y a maintenant 10 ans dans le paysage national est en train de faire son bout de chemin, et cette notion de préférence nationale, indépendamment de la question franco-française, globalement dit quelque chose de oui mais d'abord les nôtres et les leurs après. Il y a un côté effectivement qui va complètement contredire ce qu'on disait tout à l'heure sur en fait on a absolument besoin de les aider, y compris pour nous. Quand bien même on serait très égoïste, en fait il faut quand même les aider. Ouais, tu as tout à fait raison, et je vais être peut-être un tout petit peu moins optimiste que toi sur le fait que ce soit récent, ou en tout cas que ça monte, parce qu'en fait, cette notion de racisme systémique, donc le fait d'avoir un champ de vision, donc une vision qui est imprégnée de racisme, elle existe dans les pays du Nord, dans les pays blancs, dans les politiques publiques depuis très longtemps. Et
je reviens sur l'exemple qu'on donnait tout à l'heure sur pourquoi est-ce qu'on a réussi à réduire le trou dans la couche d'ozone. Les premiers pays impactés étaient des pays occidentaux, notamment l'Australie, la Nouvelle-Zélande, enfin des pays développés, des pays du Nord. Voilà. Oui. Donc c'est vrai que ça fait partie aussi. Je ne dis pas que c'est ça 100% la cause, mais ça fait partie d'une grille de lecture globale qui imprègne ces questions-là. Donc ça, c'était la réponse donc, à ta question, Captain Balek. Mais peut-être... Et pour montrer que tu ne t'en balèques pas vraiment, tu peux faire un don à Oxfam. C'est vrai. Faites des dons, là. Faites des dons, faites des dons, faites des dons. Mais non, mais un truc hyper intéressant, et là, vraiment, je pense ça va plaire au chat, parce que là, on est sur du Jean Massier, on est sur du bon Jean Massier. Vas-y. Qu'est-ce que tu vas dire de bien chiant, là? Vas-y, un truc chiant. Si on lit bien le rapport de la Cour des comptes. C'est exactement le genre de truc qu'il dit. Énormément, c'est exactement ce qu'il dit. Super. Énorme débat en ce moment sur loi immigration, on la vote pas. Oui, je vais pas m'attarder là-dessus. Mais il y a pas longtemps, j'étais au Sénégal avec Oxfam au Sénégal et Oxfam en Afrique de l'Ouest, nos collègues sur place. Et entre autres, on a fait un truc vraiment cool. On a facilité la rencontre entre des parlementaires français et des parlementaires sénégalais. Ok. Et l'objectif, ce qui était assez cool, c'est qu'en fait, il y a une conscience que, en vrai, le plaidoyer qu'on va faire en France, en fait, nos collègues au Sénégal vont le faire au Sénégal. On a réuni les deux. Et entre autres, on les a fait rencontrer la société civile sénégalaise. Et sahélienne un peu plus largement. Donc vraiment un éventail qui bosse sur tout. Ça va de l'égalité femmes-hommes à vraiment des associations d'apport d'aide en eau, etc. Et le sujet de la discussion a duré 2h30. Et vraiment, les parlementaires français, entre autres, ont une petite goutte parce que, en fait, on parle du sentiment anti-français. En vrai, c'est pas vraiment un sentiment anti-français. C'est un peu caricatural de parler de ça. C'est plus un sentiment néocolonialisme, ce genre de choses qui se projettent. Mais là, on ne se rend pas forcément compte en Afrique de l'Ouest à quel point l'actualité politique française est puissante là-bas, parce que tout le monde écoutait RFI, France 24, etc. Ils étaient plus au courant que moi de la loi immigration, de où on était, etc. Et c'était vraiment dingue d'avoir ce côté où leur message c'était de dire, mais en fait, on a l'impression d'être des États voyous, quoi, où on ne retient pas les populations, c'est de notre faute, on est terrible. Alors que dans le même temps, on est un pays qui accueille des millions de personnes. Le Sénégal, c'est vraiment, quand on regarde le Sahel, c'est un pays d'accueil. Ouais. Pour eux, c'est un pays d'accueil. Et pour nous, c'est un pays de départ. Et ce qui est assez dingue, sur le débat purement politique, des sujets hyper techniques deviennent des sujets politiques quand on peut insérer un peu des pensées d'extrême droite, etc. Et un des grands débats en France maintenant, c'est de suspendre l'aide si le pays ne fait pas assez pour garder les personnes, pour bloquer ses frontières. C'est très exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Exactement. Genre, suspendre l'aide, en fait, non. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'études. Et encore une fois, c'est pas des ONG, c'est les Nations Unies, c'est tout. Et l'autre fois, c'était Gérard Larcher sur France Info. Au moment ce qui se passait à Madagascar, il ouvre l'interview France Info, il dit on suspend l'aide aux Comores. Je reviens sur la suite de l'article parce que ça va continuer. Donc là, on parle toujours du Sahel central. Il y a un cercle vicieux donc dénoncé par l'ONG IRC qui pointe que le changement climatique et la pauvreté augmentent les risques de conflits armés qui accroissent encore cette dernière. Et ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est assez important parce que tout à l'heure, on a parlé du côté Soudan-Tchad en disant qu'on a un conflit armé qui crée des réfugiés qui arrivent dans une zone où en plus il y a des phénomènes liés au climat qui font qu'il y a une demande d'urgence. Mais le côté inverse est aussi extrêmement important parce que le changement climatique et la pauvreté, donc l'appauvrissement de ces populations, c'est ça qui fait le lit des conflits armés aussi. Les sociétés civiles de ces pays-là, c'est un peu comme les nôtres, c'est vraiment la leçon du XXe siècle. Dis donc, tiens, les crises sociales augmentent la violence et le racisme, etc. Les djihadistes, vous croyez qu'ils font leur beurre sur quoi là-bas ? Les djihadistes, ils font leur beurre sur la pauvreté. Ils se déplacent dans les villages, ils vont voir les gens, ils embrigadent des gamins, ils leur filent des kalachnikovs. Enfin, c'est pardon pour le cliché, mais c'est en fait les djihadistes, ils font leur beurre de l'instabilité sociale, de la pauvreté, de l'absence de. Donc lutter contre le djihadisme dans ces pays-là, c'est aussi justement offrir des perspectives de développement aux populations. Oui, et aussi lutter contre le changement climatique. Je te donne un exemple concret.
tout ce qui est conflit d'usage de l'eau. On en parle un petit peu en ce moment en France parce qu'on voit que ça ne va pas plus être possible de continuer à arroser les golfs et en même temps de donner à boire aux populations. Mais ça, c'est une question géopolitique, géostratégique qui existe depuis hyper longtemps. Pas que dans la Corne de l'Afrique, c'est le cas, mais en ce moment, il y a un gros débat entre les États-Unis et le Mexique. En gros, dans tous les fleuves, le Jourdain aussi, dans cette zone-là où il y a vraiment des questions de où est-ce que tu places des barrages et donc où est-ce que tu fais profit de l'eau, que ce soit pour la population, que ce soit pour l'énergie, des barrages hydroélectriques, etc. Qui fait que donc, quand tu places un barrage, tu utilises l'eau, ensuite il y en a moins en dessous. Donc c'est aussi une arme géostratégique et donc moins il y a d'eau, plus il y a de conflits, puisque du coup il y a vraiment cette notion de conflit d'usage où c'est ou une population ou une autre population. C'est pas et l'un et l'autre. Enfin, ça va être de moins en moins. Donc, c'est un très bon exemple que tu donnes dans la question de l'eau. Là encore, c'est pas la politique fiction. On a 1 milliard d'exemples de l'histoire et du passé de conflits autour de l'eau. Le conflit israélo-palestinien, en grande partie, c'est lié au Jourdain. Regardez ce qui s'est passé, encore une fois, l'Ukraine. Un barrage est bombardé. C'est un outil majeur géostratégique, l'eau. Dans un cas de conflit, on peut faire péter un barrage pour inonder des régions, on peut créer un barrage pour retenir l'eau et empêcher les pays à l'aval d'en bénéficier. Donc, disons que concrètement, c'est pas le changement climatique qui crée ce conflit. Ce conflit, il existe auparavant. Cette arme géostratégique de l'eau, elle préexiste au changement climatique. Par contre, la raréfaction de la ressource en eau liée au changement climatique, elle va exacerber ces conflits. En fait, quand il y a assez pour tout le monde, les conflits, que ce soit en eau ou autre chose, quand il y a assez pour tout le monde, les conflits sont moins importants. Quand il n'y a pas assez pour tout le monde, en termes de nourriture, en termes d'eau, en termes, etc., forcément, les conflits vont être plus impactants pour les populations. Et donc, on va entrer dans ce cercle vicieux, emballement, conflit géographique, conflits sécuritaires, etc., etc. Je termine l'article. L'ONG ajoute que cette crise multiple qui touche notamment les femmes de manière disproportionnée force les populations à quitter leurs maisons et détruit leurs sources de revenus. Près de 3 millions de personnes sont déplacées, dont 2 millions rien qu'à l'intérieur du Burkina Faso, écrit l'organisation. Le rapport pointe également la faible capacité des 3 États, parmi les 10 États les moins développés du monde, selon le Programme des Nations Unies pour le développement. Selon l'IRC, cette situation humanitaire étant due aux autorités coloniales françaises qui ont négligé le développement de certaines zones rurales qu'au gouvernement post-indépendance. C'est pas que les Français, c'est aussi le gouvernement post-indépendance, mais c'est pas que eux. C'est pas seulement, c'est un peu plus loin que ça. L'ONG souligne enfin que de fréquents coups d'État, 17 au Sahel central depuis les années 60, 17 coups d'État. Coup d'État, on va rappeler en politique, c'est la prise de pouvoir par les armes, par la force. 17 coups d'État ont bouleversé les politiques économiques et poussé les gouvernements à concentrer leurs dépenses dans la défense. Elle recommande de fournir une aide humanitaire immédiate aux pays du Sahel central en y améliorant l'accès notamment. Ça aussi, c'est un sujet assez intéressant, la question des coups d'État et globalement de l'instabilité politique et des conflits armés, parce que malheureusement, là encore, boucle de rétroaction, les conflits armés créent de l'instabilité, créent de l'inquiétude sur l'avenir, n'incitent du coup pas du tout les investissements, par exemple dans l'infrastructure économique ou dans l'infrastructure tout court, les transports, les chemins de fer, etc. Il y a des projets, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des projets qui ont besoin de stabilité dans le temps. Quand on crée une ligne de train, quand on crée une autoroute, quand on crée un hôpital, etc., on a besoin de pouvoir se projeter raisonnablement à 20, 30, 40 ans en se disant l'hôpital sera toujours là, la ligne de chemin de fer va faire rouler des trains, etc. L'instabilité politique, les conflits, les coups d'État, ça incite vraiment pas à investir, donc à développer. Et là encore, c'est un cercle vicieux puisque ça facilite du coup la pauvreté, les crises économiques, qui facilite aussi les coups d'État et ainsi de suite. Et ça, pour le coup, il y a aussi des contre-exemples. Je pense notamment au Libéria. Le Libéria qui a été un sujet, là aussi vous en entendiez parler au JT de 20h dans les années 90, c'était gravissime, c'était dangereux, etc. Le Libéria, grâce aux Nations Unies, grâce à la mobilisation internationale, a réussi à adopter une stabilité politique qui a été source de stabilité, de croissance économique, de partage des richesses, etc. Ça va mieux. Pas parfait, mais ça va mieux. Et c'est hyper intéressant de voir là aussi la mobilisation internationale a permis de créer ce petit infime espoir qui est simplement la perspective. La capacité de se dire que dans 20 ans, ça devrait aller. On va pas avoir 4 coups d'État, on va pas avoir 4 changements de régime et tout. Et ça, mine de rien, les investissements arrivent, les gens ont moins peur d'emprunter de l'argent, les gens ont moins peur de prêter de l'argent aussi. Donc à garder en tête. Et c'est
en fait, c'est un continuum, puisque au XXe siècle et pendant toute la colonisation, les investissements qui étaient faits sur ces territoires servaient les intérêts coloniaux, pas les intérêts des populations locales. Donc ça veut dire avec du développement d'infrastructures qui servent les intérêts coloniaux. Aujourd'hui, qui est-ce qui possède notamment les principaux ports, etc. C'est toujours des intérêts économiques français. Et les investissements qui aujourd'hui sont faits de la part de pays riches, c'est aussi souvent toujours pareil dans des intérêts économiques étrangers. Je pense au projet par exemple de Total en Ouganda qui ne sert pas du tout la population locale, qui va servir à exporter des énergies fossiles pour les pays du Nord, énergies fossiles qui vont alimenter la crise climatique, dont les pays africains ne sont pas responsables, mais dont ils vont subir les conséquences. Et la boucle est bouclée. Demain, on fait un coup d'État au Qatar et on règle plein de problèmes. Alors au-delà de la blague, est-ce que tu es sûr que créer de l'instabilité politique dans un pays qui est pile poil entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, c'est une bonne idée? Non mais tu vois, c'est là encore, pardon pour le côté, moi non plus j'aime pas beaucoup le gouvernement qatari, mais vraiment, régler les problèmes politiques par la violence, c'est rendre service à absolument personne. C'est pas une bonne idée. Il y a besoin de transition pacifique du pouvoir, il y a besoin d'organiser des perspectives et tout. Donc, Et je me permets une micro-parenthèse, parce que vraiment, je pense que ce que je vais dire, ça peut mériter 3 heures en plus. Mais on parlait des 17 coups d'État au Sahel central. Ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que la stratégie française au Sahel a été un échec. Maintenant, avec du recul, elle est là depuis, l'intervention a lieu depuis 10 ans. Les coups d'État ne se sont pas arrêtés, les violences ne se sont pas arrêtées, etc. Donc après, on peut empêcher le Mali n'est pas tombé dans le. Mais oui. Oui. Non, mais on peut discuter de pourquoi. Est-ce que justement la réponse militaire, on n'a pas trop focalisé sur une réponse que militaire? Est-ce qu'il ne fallait pas faire des investissements supplémentaires sur les enjeux aide au développement, etc. Sur soutenir la société civile sur place, qui est celle qui défend la démocratie, qui défend l'espace civique, qui défend les femmes, etc. Tac. Qu'est-ce que je voulais dire? Il est déjà 11h16. Bonjour à vous si vous nous rejoignez, chers amis, sur Twitch. Bienvenue, réveillez-vous tranquillement ce dimanche matin. Très heureux de vous accueillir sur la chaîne Twitch d'Oxfam à l'occasion de cette opération Oxfight. Une mobilisation avec des dons. On récolte de l'argent pour agir très concrètement sur les besoins des populations locales. On parlait tout à l'heure de 73 millions de personnes qui ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence entre la Corne de l'Afrique et le Sahel, liée au changement climatique, à la sécheresse et à l'instabilité politique et aux violences. L'un et l'autre se nourrissant, c'est ce qu'on vous explique depuis tout à l'heure. On a fait une revue de presse, on a lu des articles, il m'en reste encore un éventuellement. Mais je ne sais pas sinon comment on enchaîne, si on accueille des gens sur le plateau, tout ça. Peut-être pour le dernier article, on a une collègue qui nous rejoindrait, qui connaît bien. Let's go. Bonjour, incroyable. Comment ça va? Ça va très bien, écoute. Très heureux de t'accueillir. Abby, c'est ça? C'est ça. Abby, tu travailles également chez Oxfam? Oui. Qu'est-ce que tu fais de beau chez Oxfam? Donc je suis en fait chargée. N'hésite pas à incliner un peu le micro vers ta bouche. Parce que j'arrive pas à bien avancer le siège. T'inquiète, mais c'est chiant. Attends, tac. Voilà. Donc chez Oxfam, je suis chargée de partenariat institutionnel. Ok, ça veut dire quoi? Je suis en charge de tout ce qui est recherche de financement. D'accord. Et ensuite, la gestion contractuelle de ces financements en lien avec les pays. Ok. On m'a dit que tu n'étais pas habitué à faire des médias. Ça se voit. Non, mais pas du tout. La question, c'est est-ce que tu es habitué à prendre des apéros et à discuter avec des potes? Un peu plus. Et ben voilà, c'est exactement la même chose. Tu vas pouvoir suivre avec nous du coup et discuter avec nous de la question du dernier article sur le Burkina Faso. Un article d'RFI, donc Radio France Internationale, t'en parlais tout à l'heure, ça fait partie des médias qui sont y compris beaucoup censurés d'ailleurs au Burkina Faso. Ouais, censurés. Non, mais c'est intéressant de voir. Bonjour aux Burkinabés du coup qui nous écoutent. Cet article, vous l'avez peut-être pas pu le lire sur RFI. Le Burkina Faso franchit la barre des 2 millions de déplacés internes. Un article du 15 mai dernier. Le Burkina Faso a franchi la barre des 2 millions de déplacés internes fin mars. C'est ce qu'a annoncé vendredi 12 mai le Conseil national de secours et de réhabilitation dans son rapport mensuel. Nombre d'habitants, en majorité des enfants des régions du Sahel, du centre-nord et du nord, ont fui leurs habitations en raison de la menace de groupes armés terroristes. Ils ont rejoint les villes alentours, plus rassurantes, mais vivent souvent dans une grande précarité.
Ce sont les régions du Sahel, du centre-nord et dans une moindre mesure celles du nord et de l'est qui accueillent les 3/4 de ces déplacés internes. Ces derniers viennent très souvent de ces mêmes régions, plus précisément des provinces du Soum, du San-Matanga, du Gourma ou encore du Loroum. Je connais très mal la géographie burkinabé, mais voilà. La majeure partie de ces déplacés en sont à leur 2e ou leur 3e déplacement, note un responsable du HCR qui précise que ces populations fuient généralement leur village sous la pression des groupes armés pour rejoindre les villes alentours plus rassurantes sur un plan sécuritaire. Je cite Abdoulaye Sidibé, président de la Fédération burkinabé pour la défense des droits humains. Les conditions sont très difficiles parce qu'ils ne sont pas accueillis, pas pris en charge par l'État, ils se débrouillent tout seuls. Certains logent dans les écoles, d'autres sont accueillis par leurs parents dans les grandes villes. Ainsi, c'est la ville de Djibo qui accueille aujourd'hui le plus grand nombre de ces déplacés internes. Ils sont 270 000, soit 13% d'entre eux, à avoir trouvé refuge dans le chef-lieu de la province du Soum. Non loin de là, Ouaïgouya, le chef-lieu de la région du Nord, en accueille pour sa part 147 000. On a du mal à se rendre compte de la taille de ces chiffres, c'est absolument phénoménal. On parle de centaines de milliers de personnes. Et là, pour le coup, c'est un phénomène de réfugiés internes au Burkina Faso. Autre chiffre éloquent, plus de 58% de ces déplacés sont des enfants. Ils sont 1 200 000 au total à avoir fui leur domicile. La situation de tous ces déplacés est qualifiée de très alarmante par le HCR. Ces populations manquent de tout en raison de l'insécurité. L'aide humanitaire a du mal à leur être acheminée. On a du mal à se rendre compte de l'importance que ça représente quand ce sont des enfants qui sont déplacés. On parlait tout à l'heure de la nécessité de la stabilité, de la perspective pour pouvoir construire quelque chose de durable. Imaginez quand on parle de la vie d'un enfant, déraciné pendant l'enfance, devoir vivre dans une précarité absolument immense. 1 200 000, on a du mal à se rendre compte. Oui, tout à fait. Les villes que vous avez évoquées sont principalement dans les provinces, dans les régions du centre-nord et du Sahel. Donc en fait, c'est les régions qui sont le plus au nord du pays et qui accueillent 2/3, si je ne me trompe pas, du nombre de déplacés internes dans le pays. Donc c'est des populations qui vont se déplacer à l'intérieur même du pays. Donc c'est pas des personnes réfugiées, mais qui vont quitter leur ville d'origine pour aller dans une autre ville pour des questions sécuritaires en fait. Tout à l'heure, on parlait des populations qui quittent le Soudan pour aller en Tchad. On a l'idée de franchir une frontière et d'aller se réfugier dans le pays d'à côté. Voilà. Là, on parle de phénomène de migration et de réfugiés internes Tout au à fait. pays. Ils ne sortent pas du pays, juste ils quittent là où ils ont toujours vécu, là où ils ont grandi, là où ils avaient leur maison et leur avenir, pour aller dans la ville d'à côté, pour aller dans les villes du coin. Et ça aussi, on a l'impression que du coup, on en parle moins. En tout cas, on a même l'impression que la notion de réfugié nécessite de franchir une frontière. En fait, non. C'est inimaginable en France. C'est surtout très loin du débat politique qu'on a actuellement en France, où on focus sur cette micro-partie des réfugiés qui franchiraient les frontières, et notamment les frontières européennes, alors qu'en vrai, la majorité des réfugiés sont des déplacés internes ou régionaux, donc dans les pays frontaliers. Et par exemple, sur les questions... il y a certaines personnes qui agitent un peu la menace des réfugiés climatiques pour alimenter ce débat. En fait, une fois encore, les réfugiés climatiques, ce sont principalement des personnes qui migrent soit à l'intérieur d'un même pays, soit dans une même région, donc d'un pays à un autre, très localement. Et ce qui est assez dingue avec le Burkina Faso, et je regarde Abby pour être sûr que je ne dis pas de bêtises, mais ce qui est assez dingue, c'est que quasi l'intégralité de tous ces déplacés internes, ils sont pas accueillis c'est pas des camps de déplacés internes, ils sont accueillis dans des familles hôtes. Tout à fait. Et c'est assez dingue de voir ça. Culturellement, c'est vraiment des familles hôtes qu'ils accueillent. Oxfam, on en parlait tout à l'heure pour les réfugiés soudanais, donc on a été appelé pour mettre en place, pour gérer un camp de réfugiés soudanais au Tchad. Mais dans le même temps, au Burkina Faso, donc c'est des familles hôtes qui les accueillent. Et typiquement, moi, je connais bien le cas de la ville de Kaya, qui est, si je ne dis pas de bêtises, la 4e ville du pays, je crois. Oui. La population, elle a plus que doublé avec l'arrivée de déplacés internes en quelques années. Et aujourd'hui, on en parlait hier, mais toutes nos opérations humanitaires de développement, il faut qu'on réfléchisse comment on les mène pour pas qu'elles aient un effet potentiellement contre-productif. Et typiquement là-bas, donc les déplacés sont accueillis par des familles hôtes. Il y a quelques années, et pareil, Abby, tu me corriges, mais on a fait un point d'eau dans un quartier de Kaya, et on a décidé d'en faire un second qui serait entre guillemets destiné aux déplacés internes, parce que
avec l'afflux de personnes, le seul point d'eau ne suffisait plus. Et donc, il fallait un point d'eau pour éviter les tensions intracommunautaires. Non, mais c'est le chiffre que tu as donné qui est extrêmement impressionnant. On parle de multiplier par 2 la population d'une ville. Quelle ville au monde est capable de multiplier par 2 sa population? Absolument aucune. Rien n'est prêt en termes d'infrastructure, en termes mais de tout, en fait, de services publics, de routes, de tout ce que vous dites. Imaginez Paris qui passe de 2 à 4 millions d'habitants en quelques années. C'est juste pas possible. Vous voyez déjà les conflits qu'on a entre les vélos, les bagnoles. Ça deviendra le cadet de nos soucis du jour au lendemain. Est-ce qu'on a de la flotte? Non, pas suffisamment. Est-ce qu'on a de la bouffe? Non, pas suffisamment. Est-ce qu'on a les infrastructures pour les accueillir? Absolument pas. Et c'est absolument ce qu'on constate. Et c'est très intéressant, ce côté, c'est les familles qui accueillent elles-mêmes. Oui, tout à fait. C'est moins visible qu'un camp de réfugiés. On peut faire des images en hélicoptère. Enfin, pardon pour le côté très cliché, mais t'as l'impression qu'en fait, la ville change pas de visage. Mais en fait, si, pour la population, ça change tout. Tout à fait. C'est pour ça aussi que dans le cadre de nos projets, on assiste à la fois les populations déplacées internes, mais aussi les communautés hautes, justement pour pas exacerber les tensions qui peuvent être présentes dans la zone d'intervention. Donc c'est des populations qui ont déjà des besoins qui sont prioritaires et qui sont énormes. Donc avec cet afflux de réfugiés ou de populations déplacées, ça fait croître de façon exponentielle les besoins de ces populations-là. Ah ouais. Et si on prend par exemple le cas des infrastructures hydrauliques, donc l'afflux de population va également faire courir des risques de pérennité pour ces ouvrages, parce que forcément, il est davantage utilisé et il y a un risque d'obsolescence plus rapide dû à l'afflux de population et la consommation. Non, mais carrément. Et donc là aussi, Oxfam a une action spécifique au Burkina Faso. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, nous on intervient au Burkina Faso, donc principalement dans les régions centre-nord et Sahel. Donc comme je l'ai dit, c'est au nord du pays, là où on a le nombre le plus important de personnes déplacées internes. Et c'est aussi une zone qui est caractérisée par une situation sécuritaire qui est très préoccupante, parce qu'on a pas mal de groupes armés non étatiques. Donc nous, c'est notre principale zone d'intervention et on agit systématiquement avec une assistance multisectorielle. C'est-à-dire? On ne va pas intervenir sur un seul secteur, mais on va considérer que les besoins sont complémentaires. Donc généralement, on va fournir une assistance dans le domaine de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Donc ça va passer par la construction d'ouvrages hydrauliques, par la mise en place d'infrastructures d'hygiène. Donc ça va être la construction de latrines, ça va être la construction de douches familiales, de douches d'urgence pour justement que ces populations déplacées puissent avoir accès à des mesures d'hygiène et d'assainissement. Donc ça va être pour le volet EHA, ou alors WASH, eau, hygiène et assainissement. Donc on va également apporter une assistance en sécurité alimentaire, parce que forcément, ça fait partie des besoins prioritaires de ces populations. On va cibler principalement les populations les plus vulnérables, à savoir les femmes enceintes et allaitantes, mais également les enfants de moins de 5 ans. Donc ça va passer par des activités principalement... Ça peut être de la distribution d'eau énergisante aux femmes enceintes et allaitantes, parce qu'on considère qu'elles sont très vulnérables. Pour les enfants de moins de 5 ans, ça va être par exemple la distribution de farine enrichie. Et le troisième volet sur lequel on va travailler, c'est la protection. Donc, dans la mesure où on met à disposition de ces populations-là des services, il faut qu'on puisse leur garantir un accès sécurisé. Donc ça va passer notamment par la mise en place de comités de protection communautaire, parce qu'on va aussi beaucoup s'appuyer sur les communautés. Donc voilà. Oui, d'accord. C'est important de s'appuyer sur les communautés parce que c'est pas une aide qui vient de l'extérieur, qui n'est que ponctuelle. Donc n'hésitez pas à faire des dons. C'est à ça que servent vos dons très concrètement. Sur le terrain, il y a une question sur le niveau scolaire. Ça doit foutre le bazar. Oui, mais enfin, tu vois, on le disait sur des centaines de milliers d'enfants déplacés, voire même des millions d'enfants déplacés. Malheureusement, la question de la continuité éducative et pédagogique n'est pas la priorité. Oui. C'est ce qu'ils vont avoir de la flotte, des médicaments à bouffer. Enfin, tu vois, mais il y a un truc qui est assez intéressant au Burkina Faso. Il y a des analyses des déplacés internes. Et tout le monde peut aller voir. Enfin, vraiment, quand je dis que c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, même si on n'est pas à fond sur le sujet. Et donc, il y a un peu des statistiques. On arrive à faire un peu des sondages au sein des personnes déplacées internes sur les raisons de pourquoi elles se sont déplacées. Évidemment, les conflits, première des raisons. L'accès à la nourriture, deuxième des raisons. Et après, il y a d'autres raisons qui sont relativement bien placées. Il y a l'accès aux services sociaux, donc éducation, santé. Et typiquement, un des déclencheurs aussi des migrations internes, ça va être une femme enceinte. Il n'y a pas de maternité, ou la maternité a fermé, enfin l'hôpital a fermé, le centre de soins a fermé à cause du conflit. Donc elle se déplace au moment où elle est enceinte. Vraiment, ça peut être un déclencheur de migration et c'est hyper intéressant. Et peut-être juste dire un truc sur le Burkina aussi, parce que vu qu'on appelle aux dons pour un peu contextualiser tout ça, le
Le Burkina, on n'y est pas depuis 2 semaines parce qu'il y a une crise. On y est depuis les années 70. Oui. On a ouvert en 1970 le bureau Burkina. C'est un bureau comme Oxfam France qui fait du plaidoyer, qui fait de la campagne, mais qui fait des actions terrain. Et on est venu en aide je crois, on vient en aide à 400 000 personnes par an, si je dis pas de bêtises. Au Burkina. Ouais. Ok, au Burkina. Oui. Ok. Non, mais c'est extrêmement impressionnant. Bref, qu'est-ce qu'on a appris ce matin pour les personnes qui, comme moi, se sont réveillées et on a, voilà, c'était le but de cette revue de presse, c'était de se remettre un petit peu dans le bain. Situation gravissime au Sahel et dans la Corne de l'Afrique autour de la question du changement climatique, des déplacés et des réfugiés au niveau local liés à l'instabilité politique, les deux se nourrissant l'un l'autre. Ça, c'est le premier point. 73 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. C'est l'équivalent de la population française en termes de nombre de personnes qui ont besoin d'être soutenues. La situation s'aggrave depuis 2016 alors qu'elle était en train de s'améliorer et c'est pour ça qu'on en reparle. Donc c'est absolument terrible, il faut agir d'urgence. Oxfam, avec d'autres associations, intervient sur le terrain, se mobilise. Le but de ce stream, et ça va durer jusqu'à ce soir, c'est de vous mobiliser, de vous intéresser sur le sujet, de vous inciter à cliquer sur des articles comme je vous l'ai fait là ce matin pour vous montrer qu'il y a des trucs très intéressants qu'on peut lire et de vous permettre également de participer très directement en faisant des dons. N'hésitez pas à faire des dons, à participer à la cagnotte tout au long de la journée. Il y a des streamers qui sont là, il va y avoir plein de trucs, il va y avoir plein d'événements différents, des émissions très différentes, des jeux de rôle, des guests, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à passer ce dimanche en notre compagnie. Merci à vous sur ce plateau, merci Élise, merci beaucoup Louini, merci beaucoup Abby, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vais vous laisser quitter le plateau, on va enchaîner avec un truc qui n'a absolument rien à voir, mais toujours dans la bonne humeur. J'en profite juste un petit truc pour ceux que ça intéresse, mais on a des collègues sur place, Niger, Burkina Faso entre autres, qui interviendront tout à l'heure sur un stream d'un des streamers présents à l'événement, les flots de l'histoire. Ouais. Et voilà, on aura des interventions des personnes sur place. Trop cool. Et merci à vous en tout cas. Merci beaucoup, je vous fais des bisous. Merci beaucoup et vous restez avec moi, on continue ce stream sur la chaîne d'Oxfam, toujours dans le cadre d'Oxfight. On va se détendre un petit peu parce que maintenant normalement c'est bon, vous êtes réveillés en ce dimanche matin, vous êtes caféinés, vous n'êtes pas obligés de vous habiller, n'écoutez pas vos parents, on s'en fout, rangez pas vos chambres, c'est pas ça qui est important. Ce qui compte c'est la bonne humeur. C'était super intéressant et concret. Et écoute, c'était le but, ça fait content, j'ai claqué mon don. Jean, tu m'as forcé. Je n'en peux plus, je peux pas plus. Merci à toi Captain Balek, merci. En plus t'étais là dans le chat depuis ce matin, t'as posé des questions et tout, c'était cool. Merci mec, et merci pour ton don, écoute, très heureux.